Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'un accident terrible qui s'est produit dans un parc Six Flags il y a quelques années. Allez, c'est parti. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet qui s'annonce assez dur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram afin de soutenir mon travail, voilà, ça fait toujours plaisir et je remercie ceux qui le feront. De plus, sachez que cette vidéo a pour but de vous relater un moment d'histoire, de vous expliquer comment l'accident s'est produit et pourquoi il ne devrait pas se reproduire à l'avenir. En aucun cas, on ne doit avoir peur quand on monte dans une montagne russe, peur de l'accident. Dans la mesure où, si on prenait les montagnes russes comme un moyen de transport au même titre que le train ou la voiture, ce serait le moyen de transport le plus sûr du monde devant l'avion. Un organisme, l'IAAPA, recense tous les ans les accidents et incidents qui se produisent dans tous les parcs du monde, si tant est qu'on puisse avoir les informations dessus, et donc on compile ces informations, les remonte et donne des statistiques, et pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est disponible en description. Il donne même la probabilité de mourir dans un roller coaster qui est de 1 sur 750 millions. Ce qui est extrêmement faible. Vous avez du coup plus de chances de vous faire shooter par un éclair ou alors même de gagner au loto que de mourir dans un roller coaster, ce qui devrait, je l'espère, vous rassurer. Une dernière chose, je vais aborder un sujet grave, vous l'avez vu dans le titre, donc comme ça peut déranger certaines personnes, je préfère leur préciser ici avant d'entamer l'histoire de cette vidéo. Tout commence en 1990 aux États-Unis dans un parc qui se nomme Six Flags Over Texas. Cette année-là ouvre une toute nouvelle montagne russe faite entièrement de bois, donc un wooden coaster, qui se nomme Texas Giant. C'est d'ailleurs à cette époque la montagne russe en bois la plus haute du monde. Elle comporte 3 trains du constructeur PTC qui ont entre autres réalisé les trains qu'il y avait sur Tornado de Zeus au parc Astérix. Le parcours quant à lui possède des caractéristiques plutôt bluffantes. Avec 1,5 km de long, 44 mètres de haut, une vitesse de pointe de 100 km/h et une durée de 2 minutes. Autant vous dire qu'on a là un sacré monstre de bois. Initialement, chaque train était muni de 7 wagons donc différents pour un total de 28 passagers. Néanmoins, au bout d'un an d'exploitation, l'un des wagons a été retiré de chaque train pour un total à ce moment-là de 24 passagers. Je ne connais pas vraiment la raison d'un tel retrait, néanmoins, on peut imaginer qu'un wagon de plus augmente le poids, augmente aussi la vitesse, et donc va de fait faire plus pression sur les rails et sur la structure, ce qui peut potentiellement l'abîmer. Donc pour réduire des fois un petit peu la voilure, on va dire, on va enlever un wagon, ça s'est fait sur d'autres attractions, donc j'imagine que là, c'était la même raison. Le coaster continua d'être exploité sans changement significatif jusqu'en 2009. Année de fermeture définitive de Texas Giant. Et ce pour une excellente raison, un retracking, c'est-à-dire un changement du parcours, des rails, bref une refonte complète de l'attraction. Un retracking peut prendre plusieurs formes. Ici, on va remplacer les rails de bois par des rails de métal, modifier le parcours, augmenter la hauteur, voilà, ajouter des petites figures. Mais également, on va changer les trains qui vont être adaptés à ce genre de parcours. Bref, ça a pour effet d'améliorer l'attraction, de la rendre plus sensationnelle. Elle va également plus durer dans le temps parce que des rails en métal vont évidemment moins s'user et demander moins d'entretien. Et comme on a déjà la structure de l'ancienne attraction, ça permet d'économiser un petit peu et de partir de cette base pour créer une toute nouvelle machine. Et c'est la société Rocky Mountain Construction, aussi connue sous le diminutif RMC, qui se charge de ce retracking. Pour les non-connaisseurs, il faut savoir que RMC s'est imposé dans le domaine des montagnes russes ces dernières années comme étant l'un des plus fous et des plus innovants, en termes de sensations évidemment, le côté positif, mais vraiment ils ont marqué cette industrie et surtout ils la font évoluer de plus en plus, encore aujourd'hui, et c'est assez bluffant. Bref, c'est une référence aujourd'hui dans le domaine des parcs. Et au passage, ils se sont spécialisés dans la refonte d'attractions en bois qui sont un peu désuètes afin de les rendre beaucoup plus attrayantes. Mais à l'époque, en 2019, les travaux entrepris sur Texas Giant sont tout simplement une première pour cette société. En effet, les ingénieurs de cette société venaient seulement d'imaginer un rail qui se nomme l'I-Box Track, qui est en fait donc un rail de métal, tout simplement, qui va venir se poser sur une structure en bois et donc permettre cette évolution dans les montagnes russes. C'est ce qui se produisit sur Texas Giant, qui après de lourds travaux réouvrit ses portes en avril 2011. À ce moment-là, vous l'avez compris, les caractéristiques de cette nouvelle attraction
sont tout autres. Avec une longueur de 1300 mètres, une hauteur de 46 mètres, une vitesse de pointe de 104 km/h, ainsi qu'une chute qui est alors inclinée à 79 degrés contre 53 pour l'ancienne version. Sans oublier l'ajout de quelques figures telles que des virages très relevés, très inclinés, ainsi que des bosses afin de procurer plus d'airtime. Les airtime sont des sensations que nous, les passionnés, on recherche essentiellement dans les montagnes russes, qui se produisent généralement durant des chutes ou des bosses. Tout ça est donc nouveau pour ce type de machine et c'est vraiment les prémices d'une évolution conséquente qui s'est produite dans le monde des montagnes russes. D'ailleurs, d'autres retracking du même type et faits par la même société continueront de se produire au fil des ans et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Les trains quant à eux sont toujours au nombre de 3 mais ont totalement été changés. Mais ce n'est pas le constructeur de cette attraction qui s'est chargé de créer les trains, c'est une autre société qui est elle implantée depuis de nombreuses années dans le domaine qui se nomme Gerstlauer. L'attraction réouvre donc avec un nouveau nom, il s'agit de New Texas Giant, on est quand même très proche du précédent nom, mais c'est quelque chose qui se fait pas mal dans ces parcs-là dès qu'on fait ce genre de retracking. Mais évidemment, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est qu'au bout d'un moment, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, nous sommes le 19 juillet 2013, c'est-à-dire 2 ans après l'ouverture de cette nouvelle version, et une femme de 52 ans souhaite monter à bord de cette attraction. Il est aux alentours de 18h30 et elle prend place devant les barrières sur le quai. Elle monte à bord, abaisse sa barre de sécurité qui n'est donc pas un harnais classique mais bien une lap bar. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grosse barre qui va venir donc se positionner au niveau de notre taille, appuyer sur les cuisses pour nous maintenir dans le train. Les employés vont donc vérifier chaque sécurité en remontant le quai et en vérifiant en appuyant légèrement sur chaque barre. Au moment où donc l'employé passe sur ce quai, la femme l'interpelle et lui indique qu'elle a l'impression que la barre n'est pas suffisamment fermée, donc qu'elle n'est pas bien maintenue dans le train. Mais il faut comprendre que sur ce type de machine, il y a un capteur au niveau de chaque barre qui va indiquer si oui ou non la barre est correctement fermée. Si ce n'est pas le cas, le train ne peut tout simplement pas quitter la gare et ce jour-là, rien n'indique qu'un harnais est mal fermé, tous apparaissent comme étant correctement fermés et le sont véritablement. C'est pourquoi le train est envoyé sur le parcours. Le train va donc gravir le lift, arriver au sommet et entamer la chute. Et c'est à ce moment-là, durant cette première chute très inclinée, que la passagère va être éjectée du train. Elle fit alors une chute terrible, heurta dans sa course un support de l'attraction et atterrit en contrebas sur un toit. Vous l'aurez compris, après une chute aussi importante qui est d'environ 20 mètres, elle perdit la vie. Le train, quant à lui, continua sa course avec le reste des passagers et arriva un peu plus d'1 minute plus tard dans la gare. Évidemment, dans ce train, les proches de la victime ainsi que les autres passagers ont tous vu et compris ce qui s'était produit et sont donc tous sous le choc. Après l'accident, l'attraction est immédiatement fermée et les pompiers ainsi que les autres autorités compétentes se rendent sur place. Dès lors, une enquête s'ouvrit afin de déterminer les causes de cet accident dramatique. Et c'est de ça qu'on va parler à présent, comment s'est produit l'accident de New Texas Giant le 19 juillet 2013. Tout d'abord, il y a un point à souligner qui n'est en aucun cas discriminatoire, je tiens à le préciser. En effet, la passagère était en surpoids et c'est pourquoi elle se sentait pas bien maintenue par la barre de sécurité. Par contre, bien qu'il y ait cet élément, je tiens à préciser que c'est en aucun cas sa faute et que c'est une victime qui n'a aucun tort dans cet accident. Il va de soi que je ne tolérerai aucun commentaire déplacé à ce sujet en dessous de cette vidéo. Second point, nous ne savons pas exactement ce qui s'est produit au niveau de la barre de sécurité. En effet, il a été un temps évoqué que la barre de sécurité aurait pu s'ouvrir durant la chute, mais cette hypothèse ne tient pas debout. Déjà parce que, une fois arrivé en gare, la barre de sécurité était baissée, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas rouverte, donc la sécurité fonctionnait, mais également parce qu'il y a quand même très peu de chances, et même c'est quasiment impossible sur ce genre de machine, qu'une barre de sécurité s'ouvre. Un employé a rapporté durant l'enquête qu'il trouvait que la barre de sécurité était tout de même très relevé, en tout cas plus relevé que d'habitude. Mais rappelez-vous, ils ont quand même envoyé le train dans la mesure où le capteur, lui, indiquait que la barre était correctement fermée. Les barres sont maintenues fermées par des vérins hydrauliques qui sont très puissants et redoutablement efficaces. Sur ce genre d'attraction, il faut comprendre qu'en général elles sont doublées, donc il y a une redondance dans la sécurité, ce qui empêche toute ouverture inopinée de la barre. Par contre, on peut, au niveau de la conception du train, régler l'ouverture de barre, c'est-à-dire régler à quel moment
moment on estime que la barre est fermée et donc à quel moment elle retient ou non le passager. Les capteurs, quant à eux, s'ils venaient à être défaillants, empêcherait le départ du train au même titre qu'une mauvaise fermeture de la barre de sécurité. C'est ce qu'on appelle une sécurité positive, donc soit le capteur fonctionne et envoie la bonne information, c'est-à-dire ouvert ou fermé, soit il ne fonctionne pas et il envoie l'information comme quoi tout est ouvert et que de toute manière le train ne partira pas. Car il a été également envisagé qu'un défaut de capteur puisse être à l'origine de l'accident. Surtout quand on sait que quelques jours avant, sur les trains de cette attraction, des capteurs avaient posé problème et donc avaient dû être remplacés, mais encore une fois les capteurs empêchait juste le départ de l'attraction et donc n'indiquait pas de fausses informations au niveau du retour et donc au niveau de la machine. Le coaster, quant à lui, a été correctement entretenu par les équipes du parc, il a été correctement construit 2 ans auparavant, mais également les organismes de sécurité sont venus, ont validé l'attraction, bref, tout est en ordre. C'est pourquoi d'office a été mis hors d'état de cause le constructeur qui se nomme, je vous le rappelle, RMC. L'accusation se porte donc sur le constructeur des trains, Gerschauer, mais également sur l'exploitant de l'attraction et du parc, le groupe Six Flags et donc le parc Six Flags Over Texas. Les deux parties se renvoient la faute, l'un accusant les employés de ne pas avoir joué leur rôle, l'autre indiquant que les trains étaient défaillants. Le procès s'est donc réglé après de nombreuses discussions entre guillemets à l'amiable entre les deux parties vis-à-vis de la famille, sans qu'on sache véritablement qui est le réel coupable. On sait seulement que la passagère aurait glissé du train lors de cette première chute. Ce qui pose deux questions. La barre de sécurité était-elle bien réglée, ce qui fait que ça se trouve en fait elle était oui fermée pour le capteur, mais finalement elle était trop ouverte pour correctement maintenir quelqu'un, mais également est-ce que l'employé du parc aurait dû oui ou non empêcher le départ. Durant l'enquête qui, je le précise, a été diligentée par le parc lui-même, il est remonté que la conception des trains était mauvaise et donc défaillante au niveau sécurité. Ce qui aurait pu conduire à cet accident, comme je vous l'ai dit, si imaginons les barres en fait étaient mal réglées. D'un autre côté, les employés du parc n'auraient pas dû envoyer le train sur le parcours, déjà parce que l'un d'eux a vu que la barre n'était pas correctement fermée, en tout cas de son jugement personnel, il trouvait que c'était quand même relativement ouvert, et que la passagère elle-même se plaignait de ne pas être correctement maintenue dans ce siège. En cas de doute, il n'aurait pas dû envoyer le train, c'est la politique sécurité de Six Flags. Si un employé a un doute, il n'envoie pas de train. Là, ça n'a pas été respecté. De plus, et pour finir sur les choses qui ont conduit à cet accident, le parc disposait d'un siège test, c'est-à-dire un siège qu'on met à l'entrée de l'attraction, afin de voir si oui ou non on peut monter dedans et en fait on voit si la sécurité peut correctement être fermée. Ça permet aussi de se rassurer, bref on voit ça sur de nombreuses attractions. C'est très pratique surtout pour les personnes qui sont soit de forte corpulence, soit de grande taille et voir en fait s'ils peuvent tout simplement faire l'attraction avant même d'entamer les 1 heure de queue imaginons. Sauf que là le parc n'a jamais installé ce siège test avant l'accident. Après l'accident, l'attraction a réouvert en septembre 2013. Alors le parcours lui est resté inchangé mais les trains ont subi des modifications, à commencer par l'ajout de coussinets au niveau des barres de maintien afin de mieux maintenir les passagers, mais également l'ajout de ceintures afin d'empêcher qu'une personne puisse être éjectée de l'attraction à l'avenir si un tel incident venait à se reproduire. C'est d'ailleurs le dispositif qu'on trouve aujourd'hui sur tous les RMC hybrides qui ont été construits après l'accident et qui, pour certains passagers, sont trop restrictifs et peu agréables. Dans cette histoire, les torts sont donc partagés et comme d'habitude, il s'agit d'une succession d'erreurs qui ont conduit à un accident, ici, celui de New Texas Giant. Depuis cet accident, rien de tel ne s'est reproduit sur un RMC et le constructeur des trains qui était à l'époque Gerschauer ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est RMC qui fabrique ses propres trains. Vous connaissez à présent l'histoire autour de ce drame et j'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de l'accident quand on monte dans une montagne russe. J'ai moi-même fait un retracking RMC et tout s'est très bien passé, je l'ai fait de nombreuses fois et je le referai à l'avenir. Il faut simplement respecter les consignes de sécurité, ça c'est très important et vous passerez un bon moment sur ces machines qui, nous, les coasters enthousiastes, nous font rêver. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!